Name Games. Les chaumières et les champs brûlent. Les murailles des forteresses et leurs défenseurs s'effondrent. Les empires, les montagnes, les civilisations tremblent. Sur terre, sur mer, partout sur la planète, personne n'est à l'abri. Car cette menace, consubstantielle au monde que nous connaissons, est partout. Lorsqu'elle surgit dans les veines de ses victimes imminentes, le sang est glacé par cet écho tant redouté, annonciateur du massacre à venir. Les peaux vertes peuplent le monde depuis des temps immémoriaux et dès le début, véritable incarnation de la violence, ils furent identifiés comme une menace par les autres habitants. Les anciens envoyèrent leur création, les guerriers Saurus, pour leur faire la guerre, mais ils échouèrent à les exterminer. Pendant une période étalée sur plusieurs millénaires, les races que nous connaissons apparurent tour à tour. Les elfes d'abord, puis les nains et enfin les hommes. Les premiers échos que nous avons des peaux vertes proviennent des terres sombres. Ils y livrèrent des guerres contre les nains du chaos qui réduisirent de nombreux orques et gobelins en esclavage. Ça n'est que quelques siècles plus tard que l'on peut trouver les premières traces écrites évoquant les peaux vertes dans les archives naines. Vers l'an 1500 avant l'avènement de Sigmar, des troubles sismiques importants secouèrent toute la planète, mais les pires catastrophes eurent lieu dans les montagnes du bord du monde. Le royaume éternel des nains, au sommet de sa puissance, trembla. Les murailles d'enceinte des forteresses s'effondrèrent, les mines furent inondées par l'eau ou la lave des éruptions volcaniques, ou encore condamnées par les éboulis. Des dizaines de milliers de Dawi périrent en quelques minutes. Au même moment, les séismes firent s'effondrer les frêles fondations des camps peaux vertes, pour leur grande majorité encore installés dans les terres sombres. Les tribus guerrières entamèrent alors une vaste migration vers l'ouest, où ils découvrirent un royaume nain en plein désarroi. Du nord au sud des montagnes du bord du monde, les défenses en ruine furent prises d'assaut. La première cité naine à tomber fut, au nord, Karak Ungor. Les gobelins de la nuit de la tribu de l'Œil Rouge s'engouffrèrent dans les fissures ouvertes par les séismes dans les réseaux de tunnels. Le roi Dawi, Morek Marteau de Pierre, était en campagne et lorsqu'il revint, il découvrit sa citadelle occupée par l'ennemi. Elle restera durablement entre les mains des peaux vertes. Le lieu prendra peu à peu le nom de montagne de l'Œil Rouge. Une deuxième forteresse naine tomba rapidement. Karakvarn, cité surplombant le lac Noir, connue pour ses mines riches en mithril. Les attaques répétées des peaux vertes combinées à celles de petits êtres purulents venus des profondeurs du monde contraignirent les nains à fuir. Au sud, le chef de guerre orc Argor l'Embrocheur traversa les terres arides pour lancer une attaque éclair sur les mines d'Ekrund dans les chaînes du dos du dragon. La montagne fut rebaptisée Corne Sanglante. Au sud du pic éternel, capitale des forteresses naines, les peaux vertes prirent le contrôle du col du Chien Fou. Les raids se poursuivirent et quelques dizaines d'années plus tard, ce sont les mines du mont Gunbad qui tombèrent, envahies par les gobelins de la nuit des lances sanglantes. Gunbad était la plus riche et la plus vaste mine des montagnes du bord du monde. La route d'argent fut aussi une cible privilégiée des peaux vertes. Le mont Lance d'argent finit par tomber, renommé Mont Terncro du nom du chef orc vainqueur. Environ 140 ans après le début des offensives, les nains avaient abandonné aux orques et gobelins les versants est des montagnes du bord du monde. Le front se stabilisa. Pendant les siècles suivants, les nains lancèrent une série de contre-attaques sans véritable succès, investissant la majeure partie de leur temps à la consolidation des forteresses encore en leur possession. Les peaux vertes s'installèrent durablement dans les terres arides. Ils entrèrent en contact, au sud, avec Nagash et ses disciples, autour de la mer de Fiel. Des combats eurent lieu et les tribus fuirent devant la menace mort-vivante. Au cœur des terres occupées par les orques et les gobelins, le royaume de Strigos fut bâti autour de la cité de Morkane, un millénaire environ avant l'avènement de Sigmar.
Le roi vampire Ushoran, qui créera plus tard la lignée des Striges, ne cachait pas ses ambitions conquérantes. Elles furent rapidement balayées par une ouague, la cité fut rasée et le royaume réduit en cendres. Il faut attendre 500 ans pour voir les peaux vertes revendiquer la conquête d'une nouvelle cité majeure. Karak aux 8 pics, après des siècles de résistance, tomba finalement aux forces combinées de gobelins et de rats géants. Quelques décennies plus tard, le seigneur de guerre orc Dork, à la tête d'une immense armée, détruisit la forteresse de Karak Asgal, puis dans la foulée, celle de Karak Draz, qu'il occupa et rebaptisa le Rocher Noir. Durant cette période, mis à part Karak Asul, toutes les cités naines au sud de Karazakarak tombèrent entre les mains des peaux vertes. Les peaux vertes lancèrent finalement, après plus d'un millénaire de guerre contre les nains, une offensive sur leur capitale, le Pic Éternel. La ouague menée par Ugrog Brûlebarbe mit à mal les défenses mais fut finalement vaincue, notamment grâce à l'usage d'une arme récente, le canon nain. Si la majorité des peaux vertes pullulaient dans les montagnes du bord du monde et les terres arides, de nombreuses tribus avaient investi le reste du vieux monde, pillant allègrement les villes et châteaux des hommes, jusqu'à ce que la défense se structure à grande échelle autour du leadership du chef du clan des Umberogen. Sigmar lutta des décennies puis vaincut la plus massive ouague vue à cette époque lors de la bataille du col du Feu Noir, événement fondateur de l'empire que nous connaissons. Les peaux vertes avaient subi un lourd revers mais étaient bien loin d'avoir été repoussés du vieux monde. À partir de ce moment-là, les tribus se réfugièrent dans les montagnes, ne descendant que ponctuellement pour piller et tuer. Jusqu'à nos jours, néanmoins, les hommes virent plusieurs nouvelles ouagues déferler sur leurs terres. 500 ans après la victoire triomphale de Sigmar, ce fut la Tillée qui subit une offensive massive de peaux vertes, puis la Bretonie. Pendant 4 siècles, les Bretoniens affrontèrent dans une guerre interminable des vagues d'orques et gobelins. Jusqu'à, tel Sigmar pour les impériaux, l'avènement du porteur de l'unification, Gilles le Breton. Il repoussa l'ennemi vers les montagnes grises et les forêts du nord. Dans les siècles qui suivirent, la Bretonie unifiée fit reculer chaque fois un peu plus les peaux vertes. Nous arrivons maintenant à ce qui reste pour le moment l'apogée de l'histoire des orques et gobelins. Peu après l'an 1700, celui qui est considéré comme le plus grand seigneur orc de tous les temps, Gorbad Griffo de Fer, parvint à unir 2 des plus grandes tribus orques. Son objectif était ambitieux, mais clairement défini, envahir l'Empire. Dans son sillage, des dizaines de milliers d'orques d'autres tribus affluèrent, attirés par l'odeur du sang. Naquit alors la plus grande ouague de l'histoire, la ouague Gorbad. L'armée titanesque passa le col du Feu Noir, ravagea le Mout, puis la province de l'Averland. Les impériaux étaient dépassés. La puissante Nuln tomba à son tour. Le Solent fut dévasté, son compte électeur tué par Gorbad. Au milieu des flammes, le seigneur orc fixait sa cible, Altdorf, la capitale des humains. L'armée impériale rencontra la ouague lors de la bataille de Grunburg et fut contrainte de se replier. Le siège d'Altdorf fut un tournant de l'histoire des peaux vertes. Il conclut leur percée la plus dévastatrice au cœur de l'Empire et révéla leur faiblesse. Sans chef, ils ne sont rien. Gorbad ordonna l'assaut immédiat des hauts remparts, mais ne put guider ses troupes. Il avait été grièvement blessé lors des précédents combats. Si, au cours de la bataille, l'empereur Sigismund périt, l'armée orque ne parvint pas à passer les défenses humaines. Affaibli, leur seigneur de guerre avait perdu son autorité et les désertions se multiplièrent. La plus puissante ouague de l'histoire s'effondra sur elle-même, ses tribus se divisant dans le vieux monde à la recherche d'autres proies plus faciles à chasser. Une partie importante d'entre elles se retrouvèrent en Bretonie où une grande armée de chevaliers fut formée pour les exterminer. Pendant les siècles suivants, l'activité guerrière des peaux vertes se stabilisa. Aucun grand chef de guerre ne vit le jour. Les orques et gobelins continuèrent néanmoins les pillages et raids meurtriers, notamment dans les duchés bretoniens. Au point qu'au XXIIIe siècle, le roi proclama une guerre sainte pour exterminer ces nuisibles. Non, ils ne furent pas exterminés, mais tout de même repoussés du royaume. Un siècle plus tard, beaucoup de peaux vertes profitèrent de la grande guerre contre le chaos, soit en rejoignant les armées de la ruine, soit en prenant d'assaut par derrière les provinces et cités mobilisées face à cette grande menace venue du nord. Un certain nombre de tribus
prit les armes également contre le chaos. En 2420, une nouvelle ouague d'ampleur apparut sous les ordres du seigneur gobelin Grom. La coalition d'orques et de gobelins traça un chemin sanglant à travers les montagnes du bord du monde, sans pour autant faire tomber de forteresse d'Awi. Grom et son armée n'étaient pas faits pour les sièges. Le seigneur gobelin continua d'éviter les places fortes lors de ses futures campagnes. Il massacra les armées impériales envoyées face à lui et ravagea une partie du Stirland, du Talabecland et du Auckland. La grande forêt devint pour un temps un royaume gobelin. Une seule cité fut détruite par la ouague, mais pas n'importe laquelle, celle qui était devenue la capitale impériale sous Magnus le Pieux, Nuln. Capitale, certes, mais les fortifications avaient été négligées au profit de magnifiques architectures. Le palais doré de l'empereur, les hôtels particuliers et les monuments furent rasés par les peaux vertes. Le pillage de l'Empire se poursuivit avec une telle violence et ampleur que sa chute sembla un moment inéluctable. Heureusement, guidé par un chaman, Grom se mit en tête de prendre la mer. Sur sa route, il dévasta une bonne partie du Norland. Sur une flotte construite de briques et de brocs, la ouague prit la route, dispersant au passage la puissante armada de Marienburg. Les combats et tempêtes réduisirent drastiquement les forces de l'armée navale de Grom, mais elle finit par accoster sur les côtes d'Ultuan, nouvelle terre que Gork et Mork voulaient conquise. La centaine de navires fut démontée pour être reconstruite en machines de guerre avec lesquelles les orques et gobelins prirent d'assaut et rasèrent la luxueuse et raffinée métropole de Thor-Ivresse. Alors que les flammes ravageaient la cité en ruine, le commandeur elfique Eltarion arriva, trop tard, mais à temps pour venger les massacres commis par la marée verte. Les peaux vertes, surpassés par la rage des elfes et apeurés par la tempête surnaturelle qui se déchaînait au-dessus de leur tête, prirent la fuite. Grom ne parvint pas à rallier ses troupes, il disparut et personne ne le revit jamais. Avant les événements de la fin du temps, on ne vit plus d'armée comparable à celle de Gorbad et de Grom. Néanmoins, la pression des peaux vertes demeura forte, que ce soit sur le Karazankor, l'Empire ou la Bretonie. Le contrôle de Karak aux 8 pics est depuis des décennies disputé aux nains. Plusieurs assauts furent aussi lancés sur la forteresse isolée de Karak Asul et une ouague en particulier fit une percée sur le territoire d'Awi, celle de Gnashrak, qui menaça même de prendre la capitale Karazakarak. Cette dernière fut sauvée par l'intervention d'Ungrim Point de Fer et ses tueurs de Karak Kadrin. Au début du XXVIe siècle, le nord de l'Empire fut attaqué par une armée dirigée par Azag le Massacreur. Après une série de victoires et des mois de pillage, il fut tué par le grand maître des chevaliers panthères. Enfin, il y eut Grimgor, le plus grand chef peau verte de notre temps. Il multiplia les ouagues en Kislev et dans l'Empire, été après été, se repliant l'hiver dans les montagnes du bord du monde. La réputation de l'orque noir grandit jusqu'à ce qu'advienne la fin des temps, apothéose de tuerie dans le vieux monde, pendant laquelle Grimgor Bois-en-Fer forma une ouague hors du commun pour participer en première ligne à la conclusion cataclysmique de l'histoire du monde. Mais faisons un pas en arrière pour voir, avant la fin des temps, dans quel territoire sont campées les plus grandes tribus peaux vertes. Ce qu'il faut dire en préambule, c'est que l'on trouve des orques et gobelins absolument partout. Aucune terre n'est à l'abri de leur pillage. Mais évidemment, certaines régions sont plus ou moins peuplées. Dans les terres arides, les terres sombres et les montagnes du bord du monde, les peaux vertes sont même la race dominante. Pour autant, ils n'y ont pas bâti de royaume comme d'autres races auraient pu le faire, ils sont simplement trop désordonnés, trop remuants et trop enclins à se taper les uns sur les autres pour établir les racines d'une véritable nation, ce qui ne les empêche pas de contrôler de très vastes territoires. En dehors de ces trois régions, il subsiste une myriade de domaines peaux vertes éparpillés à la surface du monde. Nombre de ces enclaves sont d'anciennes ouagues qui se sont sédentarisées après la dissolution de l'armée. Ces petites poches de survivants sont souvent traquées et décimées ou en viennent à s'entretuer, mais parfois ces graines prennent racine et se développent. Les peaux vertes reclus s'adaptent, se multiplient et reprennent des forces. C'est ainsi que certaines tribus se singularisent en colonisant un nouvel environnement. Au cœur de l'Empire sont nichés, dans les sombres forêts ou dans les montagnes isolées, de nombreux repères de peaux vertes servant de base arrière pour leurs raids incessants.
Les montagnes grises, qui séparent les domaines humains de l'Empire et de la Bretonie, sont infestées de peaux vertes. Les gobelins de la nuit pullulent dans les galeries creusées autrefois par les nains. Au centre de la Bretonie se trouve le massif d'Orquemont, ainsi nommé en raison des maintes tribus d'orques qui y ont trouvé refuge. Ces hautes terres ont toujours été une source de nuisance au cours de l'histoire de la Bretonie, les nombreuses tentatives des proches chevaliers n'étant jamais parvenues à éradiquer cette menace. En Ultuan, les rescapés de la Ouag de Grom continuent de lancer des raids sporadiques sur les villages Oelfes. Plus loin encore, à l'ouest vivent les peaux vertes de Nagaroth, les descendants d'esclaves des elfes noirs qui avaient capturé ces derniers plusieurs milliers d'années auparavant pour les obliger alors à combattre les Oelfes, ce qui ne déplaisait pas aux peaux vertes. Depuis, de nombreuses tribus se sont échappées et s'établirent dans les forêts et les montagnes de ces terres glaciales. Les gobelins de cette région, souvent appelés gobos givrés, ont creusé leurs tanières à l'intérieur des glaciers, tandis que les orques recouverts de fourrure chassent les bêtes qui hantent les forêts de sapins. Les elfes noirs ont toujours eu plus de problèmes à cause de ces peaux vertes qu'ils n'ont tiré profit de leur asservissement. C'est pourquoi, désormais, ils les massacrent sans le moindre état d'âme. Au nord, les tribus sillonnent les steppes de Kislev, et certaines tribus téméraires bravent même les désolations du chaos. Dans les terres du sud, les jungles résonnent du battement des tambours des orques sauvages. Même la lointaine Lustrie a été envahie et les peaux vertes affrontent régulièrement les hommes lézards. Fort heureusement pour le monde, ces tribus peaux vertes ne sont pas aussi nombreuses que celles des terres sombres, des montagnes du bord du monde ou des terres arides, mais s'il existe des havres où l'on ne trouve pas de peaux vertes, ça n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne découvrent ces nouveaux terrains de jeu. Les peaux vertes les plus connues et les plus redoutables sont certainement les orques. Par leur taille et leur apparence physique, ils sont plus variés que les humains. Si certains ne dépassent pas la taille humaine, la plupart d'entre eux sont considérablement plus grands et certains mesurent même plus de 2 mètres. Ils sont également plus corpulents que les humains, avec de larges torses, des épaules massives et de longs bras musculeux. Leurs grosses têtes ont d'énormes mâchoires et un front minuscule, derrière lequel se cache un épais crâne qui ne laisse pas beaucoup de place pour le cerveau. L'esprit orque est sans entrave, comme celui d'un enfant de 4 ans qui n'a que des besoins immédiats. Ils sont guidés par l'instinct. Lorsqu'un orque parle, sa voix, gutturale et ponctuée de reniflements, trahit sa façon de penser rudimentaire. Il est très rare, même impossible, que leurs phrases ne contiennent aucune grossièreté. Si les orques sont paresseux et oisifs en dehors du combat, les tâches quotidiennes étant laissées aux gobelins, ils sont féroces et impitoyables lorsqu'ils se battent, avec un mépris total de leur propre vie comme de celle de leurs ennemis. Leur nature sanguinaire mélangée à leurs instincts sauvages et leur manque de finesse en font des adversaires redoutables, même pour les meilleurs guerriers du monde. Mais les orques ne sont cependant pas stupides, juste limités dans leur façon de réfléchir et d'agir. Ils ne comptent sans doute pas parmi les plus brillants esprits de ce monde, mais ne sont jamais en proie au doute. Quand un orque veut faire quelque chose, il le fait, tout simplement, alors qu'un homme perdra un temps incroyable à peser le pour et le contre. La simplicité d'esprit des orques est l'une de leurs plus grandes forces, surtout lorsque l'on sait qu'ils aiment se battre plus que tout au monde. Quand ils ne sont pas en guerre, ils passent leur temps à se battre entre eux pour établir les droits de commandement. L'orque qui commande est appelé chef, et même les chefs orques se battent entre eux pour savoir qui sera le commandant suprême. Ceci explique le fait qu'il existe d'innombrables rangs hiérarchiques, du chef au grand chef, du chef de guerre au seigneur de guerre. En de rares occasions, une tribu de peaux vertes ne sera constituée que de bandes d'orques. Sans gobelins sur qui cogner, les orques sont forcés d'effectuer eux-mêmes leur basse besogne, ce qui les rend encore plus vindicatifs et engendre des bagarres générales avec une régularité alarmante. Ces combats déterminent la hiérarchie, les guerriers au bas de l'échelle se retrouvent à faire tout le travail, mais comme aucun orque ne supporte bien longtemps de devoir faire autre chose que se battre, couper des arbres ou dépecer le gibier par exemple, des conflits éclatent constamment, même après que toutes les tâches ont été assignées. C'est pourquoi les tribus d'orques sont très endurcies, mais ne s'agrandissent guère.
Cela signifie également que leurs camps sont dépourvus des plus élémentaires commodités, comme des huttes, des clôtures pour les sangliers, ou un endroit pour, comme ils disent, faire sa petite affaire. Les noms des tribus et des bandes d'orques proviennent généralement des légendes ou des traditions tribales qui captivent leur imagination limitée. Sans surprise, il s'agit de noms violemment imagés comme les broyeurs d'os ou les crastafas. Un groupe d'orques attaquera quiconque porte un nom trop proche du sien. Encore une fois, les orques saisissent n'importe quel prétexte pour se battre. La vie d'un orque est donc une suite constante de batailles contre ses congénères ou contre d'autres adversaires. Ceci est perçu comme une bonne chose par les orques, toujours plus heureux de leur sort et tout à fait satisfaits de trouver la mort dans une bataille. En effet, les orques ne craignent pas la mort. Pour eux, la mort est une chose banale, un sale tour comme quand on se brise une dent en mangeant du pain rassis. Ils savent que leur destin est de combattre et de mourir. Ils ne se plaignent pas plus de la mort qu'un arbre ne se plaint du vent ou de la pluie. De toute façon, une mort violente constitue pour eux la façon la plus naturelle de mourir, pour peu qu'ils aient la chance de participer à une bonne bagarre avant. Plus il a de batailles et de morts à son actif, plus un orque est jalousé par les siens, craint par ses ennemis et, en un mot, heureux. Parmi les orques, on peut distinguer deux catégories qui sortent de l'ordinaire, les orques sauvages et les orques noirs. Les orques sauvages refusent la modernité, continuent de se battre selon des principes anciens et sont légèrement plus limités intellectuellement que leurs frères déjà pas très fins. Ils rejettent les armures et ne sont armés que d'armes rudimentaires en os ou en pierre. La seule protection qu'ils s'accordent est une peinture corporelle produite par leur chaman qui semble parfois les protéger magiquement selon le principe de « plus on y croit, plus ça marche ». Les orques noirs sont le produit de manipulations eugéniques et de rituels maudits des cruels et démoniaques nains du chaos qui ont réussi l'exploit de réduire en esclavage des tribus orques entières et qui ont souhaité avoir une main-d'œuvre plus organisée. Mal leur en a pris car ces orques ont organisé de grandes rébellions pour s'enfuir et s'aimer dans les terres sombres. Ils sont plus gros, plus musclés, plus méchants, plus disciplinés que leurs semblables et ça donne moins aux duels et aux chamailleries, préférant s'occuper de leur équipement et s'entraîner. Aux côtés des orques, dans les wags, les raids et pillages, on peut trouver des gobelins, la deuxième principale espèce de peau verte. Les gobelins sont de petites créatures rusées, avares, cruelles, malicieuses, mais surtout couardes qui constituent l'espèce de peau verte la plus nombreuse et leur tribu présente une infinité de variations culturelles. Comme leurs grands cousins les orques, les gobelins sont de taille variable, bien qu'ils soient plus petits que les orques et les hommes. Les gobelins ont des doigts agiles, de petits yeux perçants et des dents minuscules mais très pointues. Comparés aux puissants orques, les gobelins font plutôt chétifs avec leurs bras malingres. Leur voix est bien plus haut perchée que celle des orques et ils sont extrêmement bruyants et bavards, alors que les orques parlent plus lentement ou se taisent, estimant qu'un regard peu aimable et une comparaison de crocs est dans la plupart des cas un moyen de communication suffisant. Les gobelins sont surtout des poltrons qui doivent être commandés par un puissant chef, ensorcelés et drogués ou surpasser largement en nombre leurs adversaires avant d'oser faire face à l'ennemi. Les gobelins sont aussi plus intelligents que les orques et ils adorent commercer et marchander avec leurs cousins à l'esprit lourd car ils y gagnent toujours. Il se trouve même parfois un chef de guerre gobelin particulièrement habile qui parvient à renverser la donne et diriger une tribu comportant des bandes d'orques, mais ils sont particulièrement rares et connaissent généralement une fin aussi prématurée que spectaculaire. Même si beaucoup de bandes de gobelins sont assujetties aux orques, les tribus de gobelins sont tout aussi nombreuses. Afin d'échapper aux joues des orques, certains d'entre eux ont choisi de vivre dans des environnements peu accueillants. Après tout, peu d'orques souhaitent vivre dans un marais. D'autres sont semi-nomades et voyagent de plaines en forêt, le long des vallées fluviales et dans les défilés des montagnes, où elles achètent, troquent ou volent des choses qu'elles pourront revendre plus tard aux orques ou à d'autres gobelins. Les tribus de chevaucheurs de loups comptent parmi les plus célèbres tribus gobelines. Ces hordes itinérantes utilisent la vélocité de leur monture pour organiser des attaques éclairs et même les ogres sont sur leur garde quand ils doivent traverser ces contrées. Dans les tourbières, les gobelins sont connus pour tendre des embuscades à quiconque est assez bête pour poser le pied dans leur domaine marécageux.
Depuis les bois sombres, les gobelins des forêts aux plumes bariolées jaillissent sur le dos de gigantesques araignées pour lancer des raids fulgurants avant de disparaître sous les frondaisons. Au cœur des montagnes du bord du monde, les gobelins de la nuit, malingres, lunatiques et dérangés, se lancent dans des guerres d'anéantissement avec les autres races qui vivent sous terre, notamment les Skaven et les nains. Ils cultivent et consomment des champignons, parfois on ne peut plus toxiques, et élèvent les squigs pour s'en faire des montures ou des animaux de compagnie. Enfin, parmi les autres tribus célèbres, on trouve les trafiquants nomades qui arpentent les étendues sauvages dans des caravanes forteresses branlantes, accompagnés de monstres captifs dans des cages de bois, ou même d'hommes, de nains ou d'elfes qu'ils ont capturés et réduits en esclavage. Ils troquent avec n'importe qui et sont réputés pour leur talent d'escrocs et de voleurs. Certaines tribus gobelines deviennent très prospères par le commerce ou le vol, et leurs chefs sont excessivement riches. Les gobelins aiment exhiber leurs richesses, et un chef gobelin qui a réussi porte d'innombrables anneaux, des dagues ornementales, des épées d'apparat et le plus gros casque qu'il puisse faire tenir sur sa tête. D'autres dépensent leurs gains mal acquis dans des chars rapides avec lesquels ils font la course entre eux, essayant de surpasser leurs rivaux en ayant la machine la plus rapide et la plus tape à l'œil possible. Au cours de leur vie, les gobelins peuvent acquérir une grande variété d'armes par leur pillage ou leur tractation avec les orques et les autres gobelins. Les gobelins peuvent prendre plusieurs noms au cours de leur vie. La plupart leur sont conférés par leurs camarades. Les peaux vertes naissent de la terre et n'ont pas de famille pour les baptiser. La vaste majorité de ces noms est insultante: fiente baveuse, sans la crasse, mâche mort, maillon faible, thio crevé, stupide thio, sale thio, ou tout autre concept humiliant ou dégradant pour affubler le peau verte, thio étant un favori. Une fois qu'un gobelin a gagné un certain respect de la part de ses pairs, il peut se choisir son propre nom qui sera d'une nature moins offensante. Un gobelin rusé choisira un nom qui le fera apparaître ni trop faible, car cela le désignerait comme un repas potentiel, ni trop puissant, car cela ferait de lui une menace. La race des peaux vertes ne s'arrête pas à la définition d'orques et de gobelins. Des érudits humains ont établi d'innombrables catégories et sous-catégories. Gobelins des collines, troglodytes, orques des montagnes, gobelins des sables. En fait, la taille, la couleur, la morphologie des peaux vertes sont variables car elles s'adaptent très bien à n'importe quel environnement. Il y a deux autres espèces peaux vertes qui ont pris une importance particulière dans le vieux monde. Premièrement, les gnoblards, des êtres aussi petits et décharnés que leurs cousins gobelins. La grande majorité de leur population vit dans les royaumes ogres où ils servent à leur maître, au pire de nourriture, au mieux d'esclaves et de chair à canon. La deuxième espèce sont les snotlings. Ils ressemblent beaucoup à leurs cousins gobelins, si ce n'est qu'ils sont sensiblement plus petits. Leur cervelle de la taille d'un pois chiche les fait se comporter comme des chiots tapageurs. Ils pullulent dans les campements peaux vertes, fouillant dans les ordures et chapardant tout ce qui passe à portée de leurs petites mains. Ils ont tout de même leur place dans les tribus, les orques les considèrent avec une certaine affection et les traitent comme des animaux de compagnie capricieux et espiègles. Et puis, il y a aussi cette sous-espèce gobeline, les hobgoblins. Les hobgoblins sont plus sournois, plus lâches, plus perfides et encore plus meurtriers que les autres gobelins. Physiquement, ils sont légèrement plus grands, avec un nez et des oreilles plus petites et des dents acérées comme des aiguilles. Ils ne partent pas à la guerre aux côtés des orques et des gobelins, pas plus qu'ils ne se joignent aux grandes wags. Les hobgoblins règnent sur un vaste territoire dans les grandes steppes, un royaume qui s'étend du pays du Grand Crâne, dans les terres sombres, au grand mur de Cathay et la rive orientale de la mer lointaine. Dans l'ouest, on les connaît surtout comme les esclaves et laquais des nains du chaos. Les orques, les gobelins et tous les peaux vertes ont pour point commun de naître grâce à des champignons, des spores qu'ils laissent derrière eux à leur passage. Ils naissent dans la terre, protégés par une membrane située sous le champignon. Aussitôt né, le petit peau verte s'en va combattre les autres de la même portée pour se nourrir de leur chair. Les survivants connaissent une croissance très rapide, si bien qu'il n'y a pas réellement d'enfants peau verte. Les armées d'orques et de gobelins sont en fait une alliance de tribus composées de guerriers querelleurs qui suivent un chef unique, particulièrement fort et ambitieux.
Il y a tellement de tribus différentes qu'il est impossible de les compter, d'autant qu'elles sont constamment en train de se disloquer et de se reformer sous la pression de nouveaux et ambitieux chefs de guerre. Certains sont célèbres, d'autres ne sont connus que de leurs victimes. Il y en a de grandes, de petites, des rivales, des alliés, des sédentaires, des nomades. Certaines ont des ramifications, d'autres non. Une tribu est constituée de plusieurs bandes, chacune appartenant à la même espèce de peau verte. Par exemple, la tribu des fendeurs de crâne est menée par Nagrat Arracheuil. Elle est composée de plusieurs bandes, chacune d'elles portant un nom emprunté à son chef, à ses armes préférées ou ses méfaits. Les haches rouges, les tranches-tripes et les Gadbork sont des bandes d'orques, tandis que les épingleurs forment une bande d'archers gobelins. Tous marchent sous la bannière des fendeurs de crâne et prennent leurs ordres, parfois à contre-cœur, auprès de Nagrat. Les peaux vertes sont très chauvins, leur bande est la meilleure et les autres ne sont que des faibles. La taille de ces tribus est variable, de quelques centaines d'individus à d'immenses hordes. Le membre le plus important d'une tribu est son chef, appelé généralement chef de guerre, bien qu'il y ait d'autres noms en usage comme grand casseur de tête ou broyeur des broyeurs. Seul un peau verte particulièrement fort et braillard peut atteindre un tel statut. Une pointe d'astuce est également requise, particulièrement pour les chefs de guerre gobelins. La réussite d'une tribu est directement liée à son meneur. Un chef de guerre médiocre ne fera pas de vieux os, sa tribu périclitera à cause de querelles internes ou sera absorbée par une tribu plus puissante ou un rival se présentera pour le vaincre en duel. On ignore combien il existe de tribus d'orques et de gobelins car ils ont surgi de partout. Les peaux vertes prolifèrent si vite qu'une force imposante peut se rassembler en moins de 2 semaines, mais cette même armée peut aussi bien se disperser en une nuit à cause d'un conflit interne. Comme la plupart des orques et des gobelins sont nomades, ils vont là où ils peuvent s'adonner au combat et au pillage, il est difficile d'évaluer leur population. Les autres races plus civilisées savent que des peaux vertes vivent dans les régions sauvages, mais ignorent s'il s'agit simplement de bandes en maraude ou si elles sont en train de se rassembler pour déclencher une grande invasion aussi soudaine qu'imprévisible. Les peaux vertes se montrent généralement immédiatement hostiles envers les représentants des autres peuples, surtout en ce qui concerne les orques. Les gobelins, par contre, peuvent se montrer curieux et communicatifs, bien que leurs manières ne doivent pas faire oublier qu'ils tenteront probablement de poignarder leurs interlocuteurs dans le dos dès que possible. Pour les peaux vertes, l'appel du combat n'est pas le seul, celui du gain n'est pas loin derrière. Certains généraux des forces de la destruction savent tirer profit du sens moral incertain des peaux vertes pour les entraîner dans leur sillage en échange de quelques babioles et de promesses de combat, pour le meilleur comme pour le pire, même si les relations restent épisodiques et se dégradent rapidement une fois la bataille terminée. Le meilleur exemple d'une telle coopération est celle qui a vu les Gobelins de la Nuit s'allier avec les Skaven pour la prise de Karakowipic. À peine le dernier défenseur nain s'était-il effondré que les deux peuples se sautaient à la gorge l'un de l'autre. Bien qu'il existe des tribus composées uniquement d'orques ou de gobelins, les deux se retrouvent souvent au sein des mêmes tribus. Ainsi va l'ordre naturel de la vie des peaux vertes. Le fort domine le faible, car la culture peau verte est fondée sur l'idée qu'il est bien et même nécessaire que les plus forts gouvernent et oppressent les plus faibles. Les bandes d'orques recherchent la compagnie des gobelins, ces avortons, leur servant de souffre-douleur et se chargeant des tâches les plus déplaisantes. En échange de leur travail, les gobelins bénéficient de la protection de leurs cousins plus grands, même si les orques expriment leur ascendant en les tabassant dès qu'ils passent à portée. De toute façon, pour un peau verte, tout ce qui est plus petit que lui est un grotte qu'il peut frapper et exploiter quand ça lui chante, et tout ce qui est plus gros que lui est un chef à éviter de contrarier autant que possible. Si les gobelins situés au plus bas de l'échelle souffrent en tant qu'esclaves, les plus futés apprennent à manipuler leurs grands cousins. Il est de notoriété publique que c'est Grubit Morzilajambe, un gobelin particulièrement roublard, qui joue les éminences grises au sein de la tribu des Dents Brisées, même si elle est composée en majorité de bandes d'orques et dirigée officiellement par le redoutable chef de guerre orc Urk Kasnabo. Toutefois, la prédominance du fort sur le faible, il n'existe pas dans le langage des peaux vertes de mots signifiant égal, est l'unique valeur sûre au sein des tribus. Les choses sont constamment bouleversées et souvent de manière précipitée. Les terres sauvages dans lesquelles vivent les tribus sont des endroits dangereux, soumis aux attaques de toutes sortes de créatures féroces, y compris des autres orques et gobelins.
Les tribus changent lorsque les bandes font sécession, tandis que de nouvelles les rejoignent et que les chefs de guerre sont renversés par des rivaux plus forts et plus ambitieux. Certains pensent que si tous les peaux vertes s'alliaient, ils noieraient le monde sous un tsunami de violence verte, mais les tribus sont trop revêches et préfèrent guerroyer pour la suprématie plutôt que de coopérer réellement lors d'une quelconque campagne contre un ennemi trop éloigné. Lorsqu'ils n'ont aucun ennemi sur lequel déverser leur trop-plein d'agressivité, les peaux vertes se battent entre eux. Cela signifie que les tribus qui survivent à tous ces combats incessants sont les plus grandes et les plus fortes, ou les plus rusées, ou encore les plus rapides. S'enfuir est une option couramment retenue par les gobelins. Les tribus grandissent en absorbant les plus petites, les vainqueurs exécutent les chefs adverses et obligent les survivants à les rejoindre. Parfois, l'absorption d'une tribu revêt le sens plus littéral du terme, lorsque les gagnants dévorent les perdants. Le destin des vaincus dépend de nombreux facteurs, à quel point les vainqueurs sont affamés, la qualité du combat ou tout autre caprice du chef de guerre. Les guerriers qui viennent d'être recrutés dans leur nouvelle tribu s'efforcent de s'y intégrer, en adoptant les couleurs ou les marquages de leur nouveau groupe, bien que certaines bandes conservent leur ancienne marque d'allégeance. Par exemple, tous les membres de la tribu des Faces Bleues se peignent, évidemment, le visage en bleu, quand les bandes de gobelins des forêts arborent toujours des icônes en forme d'araignée. La grande variété des peaux vertes, sans parler de leur mépris total des règles d'hygiène, donne à leur tribu un aspect miteux et désordonné, encore plus frappant lors d'une WAG qui réunit des bandes aussi diverses que variées. Des orques sauvages recouverts de peintures de guerre archaïques et de pas grand-chose d'autre peuvent côtoyer des chevaucheurs de loups en habits de guerriers des steppes et des orques noirs en armure disciplinés combattront aux côtés de gobelins de la nuit au ricanement inquiétant. Les guerriers peaux vertes sont capables de traverser la moitié du monde uniquement pour combattre aux côtés d'un puissant seigneur. La tribu d'un chef de guerre célèbre augmentera en taille et en puissance, lui permettant de combattre d'autres tribus ou d'envahir les royaumes des hommes. Aussi longtemps que demeure la promesse de pillage et de bain de sang, les frictions entre ces coalitions disparates ne sont guère gênantes. Les pertes causées par les bonnes vieilles bagarres restent minimes. Toutefois, une défaite ou une inactivité prolongée peut réveiller l'hostilité entre bandes rivales et seul un chef de guerre tyrannique possède la volonté, le pouvoir et le minimum de ruse requis pour encadrer ces tendances autodestructrices. La plupart des tribus comme les Griffes de Fer, les Dents Brisées, les Gars du Soleil Sanglant et les Crocs Rouges ont acquis une renommée dépassant les limites de leur territoire. Selon les orques, une réputation sanglante vaut que l'on se batte pour la conserver et ils font tout pour l'entretenir. Ceci étant dit, les orques saisissent n'importe quel prétexte pour partir en guerre. Ainsi, il arrive qu'une tribu que l'on croyait détruite ou absorbée renaisse de ses cendres, inspirée par une vieille et improbable légende relatée par un chaman en transe. Penchons-nous d'ailleurs sur les chamans. Ils jouent un rôle important au sein de la société peau verte. Les chamans pratiquent une forme de magie très différente de celle des humains ou des elfes. Leurs pouvoirs ne proviennent pas des dangereux vents de magie, mais de la conscience collective de leur race. Aucun peau verte ne prêtera attention à un charabia de mou de genoux elfe à propos de conscience collective, et d'ailleurs ils s'en fichent, leur magie peut tout faire sauter et c'est tout ce qui compte. Pour les peaux vertes, la magie n'est pas un art ou un métier. C'est, aussi incroyable que cela puisse paraître dans le cas d'une race aussi stupide, une part indissociable de leur esprit et de leur corps. Les chamans manipulent une forme de magie extrêmement puissante et dévastatrice pour leurs ennemis, et bien souvent pour eux-mêmes, la WAG. Oui, elle porte le même nom que leurs grandes armées. À moins d'avoir combattu dans les armées de l'empereur ou de s'être retrouvés dans une ville attaquée par des peaux vertes, les habitants de l'Empire n'ont, pour la plupart, jamais été confrontés au pouvoir de la WAG, étrange et formidable phénomène magique. Pour des raisons mal définies, tous les peaux vertes, orques, gobelins, hobgoblins, gnoblards et même snotling, génèrent un champ d'énergie magique faible mais tangible. Dans les collèges de magie de l'Empire, certains expliquent ce phénomène par le chaos qui imprègne le métabolisme des peaux vertes, tandis que d'autres supposent une filiation démoniaque ou invoquent le sombre pouvoir des cauchemars. Quand un grand nombre de peaux vertes se réunissent, notamment avant une bataille, leur agressivité et leur excitation ne font que croître, leur soif de massacre devient inextinguible et la magie qui les irrigue gagne en force. La pression magique devient telle qu'il lui faut se manifester et se libérer.
Cette énergie choisit toujours le chemin de moindre résistance, soit, la plupart du temps, l'esprit du chaman orc ou gobelin le plus proche. Sa psyché particulière ne lui laisse alors guère le choix. Écrasé par ce douloureux jaillissement d'excitation sauvage, il ne peut survivre à la pression croissante de l'énergie magique qu'en la libérant sous forme de sort. Comme la magie de lumière, la Wag rassemble l'énergie magique de tout un groupe dans un seul enchanteur, le chaman. Cependant, contrairement à elle, il n'est pas invoqué intentionnellement, mais libéré tel un afflux soudain d'énergie sauvage et destructrice que le chaman va modeler pour obtenir l'effet voulu, s'il y parvient. Car dans le cas contraire, les conséquences sont telles que, dans le meilleur des cas, celui-ci peut avoir l'esprit si embrouillé par la Wag ambiante qu'il se retrouve projeté en tous sens tandis qu'il se convulse en délirant, et dans le pire des cas, il peut succomber dans une grande boule d'énergie Wag, tandis que sa tête, et parfois celle de tous les pauvertes qui l'entourent, éclate. Les chamans prennent rarement une part active dans le commandement d'une armée de pauvertes, et se contentent généralement de conseiller leur chef, d'interpréter les présages envoyés par leur dieu, de faire office d'arbitre lorsque deux chefs de clan se défient, et d'exterminer l'ennemi à grand renfort de sorts aux effets pyrotechniques verdâtres. Cette magie particulière est, selon les superstitieux pauvertes, un don de leurs deux principales divinités, Gork et Mork. Deux frères divins, puissants, bruyants, joviaux, irresponsables et éternellement bagarreurs. Les pauvertes n'imploreront pas l'aide de Gork et Mork lorsqu'ils sont en difficulté, pas plus qu'ils ne les supplient de leur accorder des bienfaits comme les races les plus faibles. Au lieu de cela, ces dieux de la guerre et leurs actes ignobles servent d'inspiration aux pauvertes. Gork est brutal mais rusé, et son frère Mork est rusé mais brutal. Ce qui est totalement différent. Il en résulte que Mork vous frappe lorsque vous ne regardez pas, et Gork vous frappe plus fort lorsque vous regardez. Chaque pauverte croit dur comme fer que s'il agit de manière assez brutale ou rusée, les dieux l'accueilleront et il pourra continuer à se battre après sa mort. En règle générale, Gork est plus adoré par les orques en tant que manifestation plus directe de la puissance brutale, tandis que Mork est favorisé par les gobelins, dans lequel ces rusés petits pauvertes voient l'incarnation de leur perfidie. Mais en vérité, peu importe lequel de ces dieux est adoré, il y a d'ailleurs souvent un gros flou sur qui est qui, car Gork et Mork sont censés offrir leur aide à chaque pauverte au cœur de la bataille. La force de Gork et Mork est trop indomptable pour être réprimée, et lorsqu'ils sont confrontés aux dieux des autres races, ils ne peuvent jamais vraiment être vaincus, comme les pauvertes eux-mêmes en fait. Le cœur de la société pauverte, ce autour de quoi elle est bâtie, et ce qui constitue son unique but, c'est la guerre. Les orques et les gobelins ont développé au fur et à mesure des siècles de nombreuses manières de la mener. En fait, la tactique est bien souvent la même, charger tout droit sur l'ennemi, mais les armes, armures, machines, montures varient. Les boys sont en bas de l'échelle et forment le rang de guerriers orques. Ils se regroupent en unités, rivales les unes des autres et dirigés par les plus grands d'entre eux. Ils récupèrent ou forgent un armement hétéroclite, lances, haches, gourdins au coup près, très lourds et peu maniables, qu'ils nomment collectivement qui-coupe. Leurs chants et leurs cris ont pour but de leur donner du courage tout en intimidant l'ennemi. Quelques orques plus originaux sont équipés d'arcs composites qui délivrent des salves aussi violentes que peu précises. Ces derniers sont un peu regardés de travers par la grande majorité de leurs frères qui se consacrent exclusivement au combat rapproché. Les costauds sont les plus gros des orques d'une tribu et servent de lieutenants pour le Big Boss qui n'hésite pas à les rabaisser pour éviter toute usurpation de pouvoir. Ils sont chargés de maintenir la discipline en combat et de rabaisser tous les autres orques. Ils prennent néanmoins la part du lion dans les butins et récupèrent ainsi les armes les plus coupantes et les armures les plus lourdes. Mais parmi l'infanterie orque, il y a plus costauds que les costauds. Il y a les déjà mentionnés orques noirs. Ils sont plus gros, plus forts, plus méchants, plus disciplinés et équipés de lourdes armes et armures. Au combat, les gobelins portent un armement assez primitif, s'équipant d'armes de corps à corps ou de petits arcs, profitant de leur plus grande précision. Les plus retors des gobelins forment les zigouillards, des assassins armés de 2 dagues, prêts à attaquer au moment le plus opportun. Les gobelins de la nuit forment, eux, des unités particulières. Ils portent des vêtements sombres et utilisent aussi des tridents et des filets comme armes de combat, tout en buvant leur fameuse bière de champignons qui les rend maniaques. De leur rang peuvent sortir des gobelins de la nuit fanatiques qui ont pris le champignon de trop et tournent sur eux-mêmes jusqu'à la mort.
Ses collègues en profitent pour le tenir solidement sur place avant de lui laisser un boulet comme arme et de lui mettre une tape sur l'épaule pour le jeter sur la formation adverse. En tête de la cavalerie Pauverte, on retrouve des orques montés sur sangliers. Ces derniers peuvent aussi être utilisés en paire pour mener un chariot au combat. Si les orques s'amusent à les domestiquer, les orques sauvages n'ont pas cette prétention, préférant les assommer pour les réveiller juste avant la bagarre. Autre monture orque, la vouivre, immense reptile volant aux écailles osseuses, doté au bout de sa queue d'un dard dégoulinant de venin mortel. Celles-ci sont, cela dit, rares dans les tribus Pauvertes et généralement réservées aux chefs les plus puissants. Les gobelins utilisent, eux, des montures plus diverses que les orques. Les gobelins de la nuit les plus téméraires peuvent s'attacher à un squig, tâchant essentiellement de ne pas être jetés de la bête pour être dévorés, afin de s'écraser dans les rangs adverses. D'autres tribus de gobelins sont parvenus à dompter les redoutables loups géants, trouvant un intérêt commun à travailler en meute pour harceler et attaquer les proies les plus faibles, utilisant arcs et lances sur des montures individuelles ou sur des chariots. Les gobelins des forêts montent quant à eux des araignées géantes qu'ils élèvent dans leur campement, capables de se cacher silencieusement dans l'obscurité de la forêt ou de grimper sur les palissades. Les plus grandes de ces araignées sont les arachnarocs, cachés dans l'obscurité insondable de la forêt, grands comme une petite maison et maintenus attachés à la tribu en étant régulièrement nourris par le biais de sacrifices. Les chamans peuvent même réussir à rentrer en contact avec en consommant fortes plantes et concoctions issues de l'environnement naturel des araignées. Au combat, une structure est installée sur l'arachnaroc pour que les gobelins armés de lances et d'arcs, parfois menés par un chaman, puissent participer au combat. Les hordes de Pauvertes accueillent aussi en leur sein de nombreuses créatures terrifiantes. Parmi elles, on retrouve les trolls, peu intelligents et portant des armes rudimentaires. Ils rejoignent les tribus dans le seul but de combler leur appétit. Des géants, êtres solitaires et errants issus d'une ancienne civilisation massacrée par les ogres, sont aussi parfois recrutés par les Pauvertes. Chez les gobelins de la nuit, on retrouve évidemment les squigs, qu'ils mènent comme des dresseurs ou qu'ils enchaînent deux par deux pour qu'ils rebondissent furieusement. Les machines de guerre Pauvertes sont un assemblage de briques et de brocs, sous la forme d'une baliste ou d'un lance-roc, une catapulte, mais aussi d'une catapulte à plongeur de la mort, où les projectiles sont ni plus ni moins que des gobelins qui viennent s'écraser dans les rangs adverses. Les Snotlings parviennent aussi à construire une machine de guerre appelée chariot à pompe. Ils l'activent frénétiquement pour aller s'écraser eux aussi dans les lignes adverses. Unis par les pouvoirs chamaniques, un assemblage de pierres peut aussi être animé pour accompagner les invasions des Pauvertes. Ces idoles de Gork ou de Mork sont mues par une volonté propre pour écraser tout ce qui met en travers du chemin de l'armée. Les Pauvertes ont donc trouvé de nombreux moyens d'écraser leurs ennemis, mais chaque tribu a sa propre organisation guerrière. Par exemple, Narg la Dent Creuse, chef de guerre de la tribu de l'Œil Mort, préfère attendrir l'ennemi sous un feu nourri de rochers et de flèches avant d'envoyer son infanterie. Ses bandes d'orques sont appuyées par des archers gobelins et sa tribu ne se déplace jamais sans prendre plusieurs lance-rocs avec elle. A l'inverse, la tribu des ouvreurs de crâne ne possède pas d'armes de tir. Leur chef ordonne rageusement aux gobelins de la nuit de se mettre en première ligne pour protéger l'avancée de ces bandes d'orques. Cette tactique a pour seul inconvénient d'obliger les ouvreurs de crâne à lancer des raids réguliers dans les montagnes pour renouveler les effectifs. Quoi qu'il en soit, le cœur d'une tribu est invariablement constitué de Pauvertes durs à cuire, qu'il s'agisse d'infanterie ou de cavalerie à dos de sanglier, et sont souvent rejoints par des bandes d'orques noirs et d'orques sauvages. Les chefs de guerre ne sont pas trop regardants sur les nouvelles recrues de la tribu. Après tout, leur cas sera vite réglé si elles s'avèrent incapables de se battre correctement. Voilà pour ce petit tour d'horizon des Pauvertes, j'espère que la vidéo vous a plu. Continuez à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme lore sur la chaîne. Pas possible évidemment de satisfaire tout le monde, mais cela permet de me donner toujours plus d'idées pour les prochaines vidéos. À suivre sur Nimb Games, retour sur la table de jeu et cette fois-ci on monte d'un cran en force en présence avec une bataille à 2500 points. Les contes vampires face à une faction inédite. A très vite.